Bonjour à tous, je suis Julien Artezoul, je suis enseignant aux arts et métiers sur le campus d'Angers. J'enseigne le génie mécanique et particulièrement les procédés de fabrication. Nous allons vous présenter aujourd'hui les procédés de mise en forme des matériaux. Regardons d'abord de quoi il retourne lorsque nous parlons de mise en forme des matériaux métalliques. Caché derrière ça, il y a deux grandes familles de procédés qui sont assez distinctes et qui représentent chacune des industries assez différentes. Nous regarderons dans chacune de ces deux familles quelles sont les différentes techniques que nous pouvons utiliser pour mettre en forme nos matériaux. Enfin, nous ferons un petit état des lieux de l'état de la forge en France et de savoir comment le secteur industriel évolue. Qu'est-ce que la mise en forme, et particulièrement sur les matériaux métalliques? Pour resituer cette famille de procédés, nous allons regarder les différents procédés de fabrication existants. Nous avons finalement trois grandes familles de procédés de fabrication. On peut différencier les procédés par ajout de matière, comme par exemple l'impression 3D. Cette technologie qui est maintenant connue du grand public, particulièrement avec le dépôt de fil fondu, où une imprimante 3D vient déposer un filament de polymère, permet de fabriquer un certain nombre de pièces. On peut retrouver aussi des technologies avec par exemple des résines liquides, ou même des technologies qui permettent de faire de l'impression 3D de béton. On peut aussi directement imprimer des matériaux métalliques grâce à des technologies sur lit de poudre. Cette poudre peut être de nature métallique, comme au milieu ici en bas, ou alors de la poudre comme du plâtre pour imprimer des pièces moins résistantes. Enfin, on a en bas à droite l'image de l'impression 3D par ajout de matière de pièces imprimées en cire, permettant derrière de faire d'autres procédés de fabrication. Ces technologies par ajout de matière sont à différencier des procédés de mise en forme que nous allons voir. Il existe aussi les procédés par enlèvement de matière. En opposition à l'ajout de matière, l'enlèvement de matière consiste à prendre un bloc de matière et à venir enlever la matière inutile pour donner la forme de la pièce. On retrouve à l'intérieur les procédés, les techniques de tournage, mais aussi les techniques de fraisage ou de perçage qui permettent de venir enlever de la matière grâce à des copeaux. On retrouve des procédés dits non conventionnels comme la rectification où une meule vient enlever des très fines épaisseurs de matière, ou alors les procédés de découpe qui vont permettre de couper des blocs de matière. Enfin, la dernière famille, les procédés de réplication ou de conformage, comme peuvent être la fonderie, l'emboutissage ou le forgeage. C'est bien évidemment de cela qu'on veut parler aujourd'hui. Ce sont des procédés où nous allons utiliser des outillages, moules ou matrices, et donner à nos objets la forme négative de nos outillages. On retrouve les technologies de fonderie, où on va couler un métal liquide à l'intérieur d'un moule, et les technologies de déformation plastique, où nous allons déformer nos matériaux pour leur donner la forme de notre outillage. C'est de cette grande famille que nous allons ensuite parler. Nous voulons parler ici des procédés de mise en forme par déformation plastique. L'objectif est d'utiliser un outillage qui va déformer un alliage métallique à l'état solide. Cette déformation va être permanente et donc irréversible. On la désigne de déformation plastique. On retrouvera à l'intérieur de ces procédés deux grandes familles que nous verrons plus tard, comme ici les procédés de forgeage avec cette image de bielle qui est forgée à gauche de notre image, ou les procédés d'emboutissage comme on le voit ici sur un panneau automobile. Les procédés de mise en forme par déformation plastique permettent de fabriquer des objets avec des cadences de fabrication particulièrement élevées. On va les retrouver dans beaucoup de produits de grande consommation, que ce soit dans le secteur automobile, comme avec des éléments de carrosserie ou de châssis, mais aussi des éléments de motorisation, comme les bielles que l'on peut voir ici. On va les retrouver dans le monde du transport toujours en aéronautique avec des pièces qui sont des brutes forgées qui derrière subiront des opérations de finition relativement importantes pour être intégrées dans des moteurs d'avion. On les retrouve par exemple sur des roues du secteur ferroviaire, mais on les retrouve aussi dans du packaging. Sur le packaging alimentaire, les boîtes de conserve sont des éléments qui sont fabriqués en très grande quantité et les procédés de mise en forme sont particulièrement adaptés. On peut citer aussi par exemple de la pignonnerie avec des pièces qui vont être fabriquées à très grande cadence, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer un très grand nombre de pièces par heure. Un autre élément important sur ces procédés de mise en forme sont le grand panel de techniques qui nous permettent d'obtenir ces pièces. C'est-à-dire que nous allons voir qu'il existe
plein de façons de déformer la matière. Et ces techniques, elles vont être particulièrement adaptées pour des pièces de petite dimension, de moyenne dimension ou des pièces de très grande dimension. On peut parler de connecteurs qui font quelques centimètres de diamètre, voire même à des pièces qui font quelques millimètres de diamètre, jusqu'à des pièces qui font plusieurs mètres de long, comme par exemple un train d'atterrissage d'avion ou une virole pour l'industrie nucléaire qui fait plusieurs mètres de diamètre. Quels matériaux rencontrerons-nous dans les procédés de mise en forme? On s'intéresse aux matériaux métalliques, non pas qu'on puisse pas former et déformer d'autres matériaux, mais c'est le cœur de notre présentation aujourd'hui, les matériaux métalliques. Tout d'abord, parlons des aciers. Acier qui est le matériau le plus représenté industriellement, qui va nous permettre d'obtenir des propriétés mécaniques relativement élevées. On peut aussi citer les alliages d'aluminium, particulièrement intéressants pour leur faible masse volumique. Les alliages de titane sont un bon compromis entre les deux et sont très recherchés en aéronautique pour allier la résistance et une masse volumique peu élevée. Les alliages de cuivreux qui contiennent une grande famille de sous-produits, aussi bien les cuivres purs pour les matériaux nécessitant des conductivités électriques ou thermiques élevées, mais aussi les alliages comme le laiton ou le bronze qui sont à base de cuivre. Enfin, nous pouvons citer les superalliages. Les superalliages sont des familles d'alliages en général base cobalt ou nickel qui vont permettre de résister aux très hautes températures. Et c'est pour ça qu'on va les retrouver particulièrement utilisés dans la motorisation aéronautique et aérospatiale. Si nous devions retenir une chose, les procédés de mise en forme sont des procédés qui vont nécessiter en général un certain nombre d'opérations de finition et d'usinage pour pouvoir être assemblés dans le système prévu. En effet, les procédés de mise en forme sont souvent appelés procédés d'obtention des brutes, des procédés qui vont nécessiter ces opérations finales. Si sur l'image nous voyons à gauche le brut de forge sorti de notre presse pour une bielle, nous voyons que pour arriver à la bielle finale montée dans le moteur, il va falloir rajouter un certain nombre d'opérations de découpe et d'usinage. Certaines techniques permettent néanmoins d'obtenir des pièces qui vont être utilisables directement, comme par exemple ici ces panneaux automobiles qui sont directement utilisables à l'issue d'opérations d'emboutissage. Nous venons de voir les principales spécificités des procédés de mise en forme. Mais dans notre discours, deux grandes familles de procédés vont se distinguer et il va falloir qu'on soit capable de les différencier. Les procédés de mise en forme, par déformation plastique, sont obtenus en déformant un matériau à l'état solide. Il nous faut donc se rappeler un petit peu la façon dont se déforme un matériau et particulièrement quel est son comportement. Pour cela, nous avons l'habitude de réaliser des essais de traction. Rappelez-vous, un essai de traction consiste à venir prendre une éprouvette, dont nous connaissons la longueur L0, et de tirer dessus avec un certain effort. Pour analyser cet essai, nous allons ensuite tracer une courbe où nous mettrons en abscisse les déformations et en ordonnée les contraintes. Les déformations sont obtenues en calculant la variation de longueur de notre éprouvette par rapport à sa longueur initiale. Elle est donc sans unité. Et les ordonnées, la contrainte en mégapascal, est obtenue en calculant l'effort divisé par la section initiale de notre éprouvette. Cette chose-là va nous permettre de représenter le comportement du matériau. Le matériau va se comporter de deux façons. Tout d'abord, nous allons commencer par tirer dessus un petit peu. À ce moment-là, l'éprouvette va s'allonger, elle aura une longueur plus grande. Si je relâche mon effort à ce moment-là, mon éprouvette reviendra à sa position initiale. Si par contre je continue à tirer sur mon éprouvette, un deuxième domaine va apparaître, qu'on appelle le domaine de déformation plastique. Si je relâche mon effort, l'éprouvette subira un retour élastique et on pourra obtenir une éprouvette qui aura une déformation permanente. Sa nouvelle longueur sera plus grande que la longueur initiale. Si je continue à tirer sur mon éprouvette, j'irai jusqu'à la rupture de mon matériau en cassant l'éprouvette. Cette zone-là, évidemment, nous ne voulons pas l'atteindre lorsque nous faisons de la mise en forme. Nous avons donc bien compris que le domaine qui nous intéressait était le domaine de déformation plastique, celui qui sera situé à droite de notre courbe. Effectivement, la déformation élastique n'a pas d'intérêt dans notre cas, puisque lorsque nous allons relâcher la déformation élastique, la pièce reprendra sa forme initiale.
Nous avons aussi conclu que ce point limite de notre domaine plastique, qui est le point de rupture, était un élément essentiel à la réussite de l'opération de mise en forme. En effet, nous ne voulons pas que la pièce fabriquée casse à l'issue de sa fabrication. Donc nous aurons comme limite la valeur de déformation de ce point en bout de courbe que nous appelons le A% et qui caractérise la ductilité de notre matériau. Comprendre la capacité de notre matériau à se déformer sans casser. On pourrait citer des matériaux très ductiles comme le carambar qui va énormément s'allonger avant de se casser, ou des matériaux beaucoup plus fragiles, l'inverse de ductile, comme par exemple le verre. Une autre information est intéressante sur notre matériau. Cette information sera la contrainte maximum qui est capable de supporter notre matériau, qu'on appelle aussi la résistance mécanique. La résistance mécanique nous donnera une image de l'effort nécessaire pour déformer notre matériau. En effet, plus la résistance mécanique sera élevée, plus il nous faudra appliquer un effort important pour déformer notre matériau. Plus la résistance mécanique sera faible, plus les efforts seront faibles pendant notre opération. Nous essayons toujours de distinguer les deux grandes familles qui se cachent dans les procédés de mise en forme. Souvent, la première idée va être de s'intéresser à la température. On a tous en tête l'image du forgeron qui va chauffer son matériau pour le déformer. En effet, la question est donc de pourquoi chauffer notre matière pour la déformer. Maintenant que nous avons bien compris le comportement de notre matériau, nous allons identifier les deux éléments intéressants de la chauffe de notre matériau. D'une part, cela va nous permettre de travailler sur les efforts et particulièrement de diminuer les efforts. Si nous regardons la courbe 1 qui est une image de la résistance mécanique de notre matériau, nous voyons que au fur et à mesure que la température va augmenter, la résistance mécanique du matériau va se mettre à diminuer. Il existe donc une plage de température qui va nous permettre de travailler avec des efforts qui sont moindres et ça, ce sera particulièrement intéressant. Mais il y a un deuxième élément qui va nous intéresser fortement. Ce deuxième élément, ça va être la courbe numéro 2, qui est globalement une image de la ductilité de notre matériau. Comprendre le A%, de combien peut-on le déformer avant de voir apparaître la rupture. On voit à nouveau que la chauffe de notre matériau va nous permettre d'augmenter le A% et permettre ainsi de déformer notre matériau de manière plus sévère sans atteindre la rupture. Ces deux éléments sont très intéressants pour la mise en forme. D'une part, la diminution des efforts et d'autre part, l'augmentation de la ductilité. La diminution des efforts se traduit par une courbe qui va globalement descendre en termes de niveau de contrainte et l'augmentation de la ductilité va quant à elle se traduire par un décalage vers la droite de notre valeur limite de rupture. Si la mise en forme à chaud est si intéressante, on peut se poser la question de pourquoi dans certaines situations le matériau n'est pas chauffé avant d'être déformé. Nous avons vu que le chauffer nous permet d'augmenter sa ductilité et de diminuer les efforts. Dans certaines situations, nous n'avons pas besoin d'augmentation de la ductilité et nous avons à notre disposition les efforts suffisants pour déformer notre matériau. Dès lors, nous ferons de la mise en forme à froid. Quel est l'intérêt de cette mise en forme à froid? Elle va être sur plusieurs points. D'une part, nous allons avoir une diminution de l'oxydation, puisque la mise à la chauffe de notre matériau, c'est ce que nous montre la dernière courbe, la courbe 3, entraîne l'apparition de ce que nous appelons des pertes au feu. Les pertes au feu vont être sur certains matériaux comme l'acier, une couche d'oxyde qui va se former durant la chauffe de notre pièce et qui va se détacher de notre matériau lors de l'opération de mise en forme. Et donc, cette opération d'oxydation, elle va nuire à la qualité de notre pièce et particulièrement à la qualité des états de surface. La géométrie et les états de surface de la pièce obtenue seront moins bons. La géométrie parce que la forge à froid, elle, augmente la précision. Ce que nous venons de dire, c'est que lorsque nous forgions à haute température, nous avions de l'oxydation. Et en plus de cette oxydation, lorsqu'on forge à haute température, en refroidissant, la pièce va subir du retrait et donc va diminuer de dimension. Cela veut dire qu'en termes de précision, nous n'atteindrons pas les mêmes objectifs lorsque nous faisons de la forge à chaud
ou lorsque nous faisons de la forge à froid. Pour se remettre quelques ordres de grandeur en tête, les ordres de grandeur de précision que nous pouvons rencontrer lorsque nous parlons d'une précision dans le domaine de la mécanique, comprendre lorsqu'on conçoit un moteur, lorsqu'on conçoit un mécanisme qui doit fonctionner, on peut aller chercher des précisions jusqu'à quelques dizaines de micromètres, 0,01 mm, 0,02 mm correspondent à 10-20 microns. C'est un ordre de grandeur d'une pièce qui est relativement précise. En mise en format chaud, les précisions que nous serons capables d'avoir sont bien supérieures à ces valeurs souhaitées. Ce qui signifie que si nous souhaitons fabriquer une pièce très précise avec un procédé de mise en forme, nous aurons besoin d'opérations de finition, d'opérations d'usinage qui nous permettront d'atteindre les bonnes précisions. En mise en forme à froid, nous atteignons des précisions qui sont plus faibles. Nous sommes un peu meilleurs que pour la mise en forme à chaud, puisque nous voyons que nous avons des précisions de l'ordre du dixième de millimètre. Ces valeurs peuvent changer d'un procédé à un autre, mais elles permettent de situer un petit peu la gamme de précision atteignable par ce procédé de fabrication. Maintenant que nous avons vu l'intérêt de la mise en forme à froid ou de la mise en forme à chaud, on peut voir quelles sont les valeurs des températures qui se cachent derrière la mise en forme à chaud. Lorsqu'on parle de mise en forme à chaud, ça veut dire que on est au-delà de la moitié de la température de fusion d'un alliage. Pour les alliages d'aluminium, la température de fusion est située aux alentours des 700 degrés. Une température de forgeage habituelle va se retrouver dans les 450 degrés. Pour les alliages de titane, la température de forgeage est aux alentours des 950 degrés, alors que sur les aciers, la température de forgeage classique est aux alentours des 1100 degrés. Certains procédés existent uniquement à chaud, certains procédés existent uniquement à froid, et d'autres peuvent exister dans des versions à chaud ou à froid en fonction des géométries et des matériaux. Certains industriels ont développé des procédés dits à mi-chaud pour essayer de profiter des avantages entre de la forge à froid et de la forge à chaud. Ce sont des procédés qui ont des forts enjeux de développement puisque le risque étant de récupérer aussi les inconvénients de ces deux familles de procédés. Nous pouvons mettre en forme les matériaux à froid ou à chaud, mais ce n'est pas cette distinction qu'il faut retenir dans les deux grandes familles des procédés de mise en forme. En effet, la distinction va séparer deux grands secteurs industriels et nous n'aurons pas d'entreprises qui travailleront à la fois dans une famille et à la fois dans une autre. Contrairement à la mise en forme à chaud ou à froid, où certains industriels peuvent très bien avoir sur un site de production des pièces qui vont être fabriquées à chaud, d'autres qui vont être fabriquées à froid. Je ne vous fais plus attendre, ces deux grandes familles sont en fait la mise en forme des produits massifs d'une part, qui contiendra les techniques de forgeage, estampage, extrusion, et la mise en forme des produits minces, d'autre part, qui contiendra les techniques de pliage, d'emboutissage et de poinçonnage. La différence est sur le format sur lequel arrive la matière. D'un côté, nous travaillons sur des produits massifs, de l'autre côté, sur des produits minces, comprendre des tôles. Côté mise en forme des produits massifs, que retrouvons-nous? En entrée de notre processus, nous aurons des lopins. Des lopins, c'est la matière avant de rentrer dans notre processus de mise en forme des produits massifs. Ce lopin pourra être obtenu en découpant des morceaux de fil, un fil pouvant avoir un diamètre de quelques millimètres à quelques dizaines de millimètres de diamètre. Malgré le fait de pouvoir travailler sur des lopins qui vont peut-être faire quelques millimètres de diamètre, nous parlons quand même de produits massifs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une dimension qui est très faible devant les autres. Nous pouvons aussi travailler à partir de barres qui font de quelques millimètres jusqu'à 1 mètre de diamètre, ou même directement à partir de lingots, étant le demi-produit sidérurgique le moins évolué que l'on peut retrouver dans les matériaux métalliques. De l'autre côté, la mise en forme des produits minces consiste à partir de bobines de tôle ou de plaques d'un matériau qui fait quelques millimètres d'épaisseur pour une largeur et une longueur de plusieurs mètres. Une bobine peut même faire plusieurs kilomètres de long de métal enroulé et une plaque fait en général quelques mètres de long. L'idée des procédés de mise en forme des produits minces va être donc de travailler à partir de ces tôles pour fabriquer nos composants. Et la pièce qui va rentrer dans notre processus de mise en forme des produits minces s'appelle un flanc, en opposition au lopin de la mise en forme des produits massifs. Nous avons bien cerné qu'il y avait deux grandes familles,
la famille des mises en forme des produits massifs et la famille de la mise en forme des produits minces. Maintenant, à l'intérieur de chacune de ces familles, on va voir qu'il peut exister énormément de techniques différentes. Parcourons les principales. Commençons par la famille de mise en forme des produits massifs. Le procédé le plus important va être le procédé d'estampage-matrissage. Ce procédé va se dérouler avec comme outillage deux matrices qui vont être un outillage supérieur et un outillage inférieur, entre lesquels nous allons insérer un lopin et nous allons venir presser ce lopin entre nos deux matrices pour lui donner la forme souhaitée. Une fois la pièce, le lopin déformé, il donnera la place donc à la pièce forgée, qui est le négatif de la forme que nous avions donnée à nos matrices. En effet, nous pouvons noter que les matrices comportent une forme intérieure qui est le négatif de la pièce qu'on veut obtenir. Cette empreinte sera remplie par le matériau qui va se déformer. Ce procédé d'estampage-matrissage nécessite pour chaque géométrie de pièce de fabriquer un outillage qui a la géométrie souhaitée. C'est un procédé qui est particulièrement intéressant pour les grandes cadences que nous pouvons obtenir. Et nous pouvons alors fabriquer des pièces de quelques millimètres à quelques mètres, rarement beaucoup au-delà du mètre. Ce procédé existe dans sa version à chaud, où le lopin est chauffé à haute température, comme par exemple à 1100 degrés pour de l'acier, ou à froid dans certaines situations. On retrouve deux noms en français, estampage et matrissage. L'anglais est plus simple puisque seul le mot close die forging décrit cette famille de procédés. Les procédés d'estampage sont en fait en France plutôt dédiés aux matériaux ferreux, comprendre l'acier principalement, et le matrissage pour les matériaux non ferreux comme les alliages d'aluminium. Une deuxième technique que nous pourrions observer est la forge libre. La forge libre est un procédé qui ne va pas nécessiter d'outillage spécifique, c'est-à-dire que nous allons toujours avoir notre lopin, qui souvent est de plus grande dimension. Ici, il va être manipulé par un manipulateur, qui peut être une pince ou un robot, et nous allons avoir des outillages dans cette situation qui sont très simples. Nous avons effectivement un tas plat, c'est-à-dire une forme d'outillage qui est plane. La forme de la pièce va non plus être obtenue grâce à la forme des outillages, mais grâce au mouvement qu'on va donner à la pièce, puisque nous allons décaler la pièce dans son sens longitudinal et donner successivement des coups de presse sur cette pièce pour lui donner une forme, une ébauche de forme finale. Cette technique est très utilisée industriellement pour les pièces de très grande dimension. On va donc la retrouver forcément à chaud pour avoir des efforts qui ne sont pas trop élevés et elle est particulièrement adaptée lorsqu'on travaille sur des pièces qui font plusieurs mètres de long. Pourquoi? Parce que la fabrication d'un outillage dédié aurait pu nous donner des contraintes économiques trop importantes. Today's open die forging operations combine precision control technology with massive presses or hammers. With a variety of processes to choose from, open die forging provides the versatility to produce a wide range of shapes, from virtually any type of metal stock, including. Une autre technique particulièrement redoutable pour mettre en forme des matériaux est le laminage circulaire. Le laminage circulaire est un procédé qui a la particularité de ne permettre de fabriquer qu'un type de forme, uniquement des anneaux. Mais ce type de forme est particulièrement intéressant parce qu'il va servir d'ébauche, c'est-à-dire de préforme, pour un grand nombre de pièces, par exemple en motorisation aéronautique. On retrouve un outillage qui va être constitué d'un mandrin au centre, qui va tourner en face d'un rouleau, et on va venir déposer un anneau d'un petit diamètre, et en pressant cet anneau entre le mandrin et le rouleau,
on va venir déformer notre anneau et augmenter ainsi son diamètre. On retrouve sur la partie droite deux cônes qui vont permettre de venir maintenir l'épaisseur de notre anneau, et ça va être une technique qui est particulièrement intéressante pour obtenir à partir d'un bloc qui fait la bonne quantité de matière un anneau des dimensions souhaitées, aussi bien en diamètre intérieur que extérieur que hauteur. Les procédés d'extrusion vont aussi être relevés de la famille de la mise en forme des produits massifs, qui vont consister à venir fabriquer des profilés. Ces profilés sont obtenus grâce à une billette, un lopin, qui est mis à l'intérieur d'un conteneur, et ce lopin va être poussé par un poinçon qui va nous permettre, en passant à travers notre matrice, notre filière, de donner la forme de notre profilé. En fait, la matrice va contenir la forme du profilé qu'on souhaite obtenir, et en poussant notre lopin à travers, on va venir extruder un profilé aux géométries souhaitées. C'est la technique principale qui nous permet de fabriquer des profilés qui sont des éléments particulièrement appréciés, par exemple dans l'industrie aéronautique. Et on va retrouver ces techniques aussi bien à chaud pour certaines familles de matériaux et de géométrie que à froid pour des profilés de plus petites sections. On peut faire des profilés avec évidemment des formes extérieures variées, mais aussi des formes intérieures qui vont pouvoir être variées. Sur la mise en forme des produits massifs, les différentes techniques et leur représentation en France, en valeur, sont les suivantes. 90% de l'activité se concentre sur l'estampage et le matrissage, 8% sur la forge libre et le laminat circulaire, et 2% sur la forge à froid et l'extrusion. Les procédés principaux sont donc les procédés d'estampage-matrissage. Nous y dédions une capsule vidéo spécifique. Attention!
nous changeons de famille en parlant désormais de la famille de mise en forme des produits minces. On le reconnaît de façon très claire puisque dans notre image ici, nous allons parler des outillages progressifs et nous voyons qu'en entrée, nous avons une tôle. Si nous travaillons sur des tôles, c'est donc que nous sommes dans la mise en forme des produits minces. La mise en forme des produits minces, à l'inverse de la mise en forme des produits massifs, va être plutôt un enchaînement d'opérations. En fait, une pièce qui va être fabriquée par ces familles de procédés va se retrouver à subir un grand nombre d'opérations comme on peut le voir ici sur un outillage dit progressif. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons notre tôle qui va rentrer à l'état non déformé sous la forme d'une grande bande de métal qui est non déformée, et au fur et à mesure du passage, étape par étape, à l'intérieur de l'outillage, on va aboutir à la fabrication de notre pièce finale. Et nous allons subir à l'intérieur de cet outillage plein d'opérations différentes, du poinçonnage, du pliage, de l'emboutissage, et nous verrons ça ensuite. Vous avez ici une image en bas de ce qu'est un outillage progressif, où on retrouve chacune des étapes que va subir notre pièce lors de la mise en forme, et la pièce finale, à chaque fois que la presse donne un coup, une nouvelle tôle rentre à l'entrée de notre process, et une nouvelle pièce finie sort à la sortie de notre outillage progressif. On retrouve ici une vidéo d'un outillage progressif. Nous voyons à droite de la vidéo la tôle qui entre dans la presse, et à gauche les différentes opérations qui sont subies. L'outillage progressif n'est pas la seule façon de faire. Nous avons un exemple ici d'une pièce qui va subir plusieurs opérations, mais une pièce de plus grande dimension. Pour ça, nous nous retrouvons sur une ligne de presse. Nous avons ici une presse de tête qui va être suivie d'autres presses à la suite, et notre pièce va venir suivre ce flux de presse sur laquelle un outillage va être disposé à chaque fois, et on va venir donc subir les opérations les unes à la suite des autres en changeant de presse. And may be utilized. Nous Parts are voyons ici transferred by la pièce gripping qui sort devices de la from première press to pièce, press, instead of within a single die. et cette fois-ci, on a un robot qui va Each venir l'amener. press within the tandem line holds its Opération own après opération. tooling and performs specific operations to form, trim, and pierce, and may be utilized. En mise en forme des produits minces, ce sont finalement les opérations qui vont être particulièrement intéressantes, soit au sein d'outillage progressif, comme nous l'avons vu, soit au sein d'outillage dans des lignes de presse. La première opération que nous pourrions citer est l'opération de poinçonnage, qui va consister à venir découper des formes grâce à une découpe mécanique. Pour ça, nous aurons un poinçon, qui va être la partie positive, et une matrice, la partie négative. Le flanc est introduit entre le poinçon et la matrice, et on remarque que lors de la descente du poinçon, grâce au jeu extrêmement faible qui existe entre les deux, nous allons obtenir une découpe. La découpe obtenue sera d'une qualité plus ou moins importante en fonction des matériaux et des jeux que nous aurons prévus dans notre outillage. Et pour faciliter le fait que la pièce, le flanc, ne reste pas accroché sur le poinçon, nous avons sur ces outillages un troisième élément qui est un dévêtisseur qui va permettre de dévêtir le poinçon de la tôle. Les opérations de poinçonnage peuvent être faites avec des formes simples ou des formes complexes. Chaque poinçon permettra de découper une forme. La pièce fabriquée peut très bien être le flanc auquel nous avons retiré une partie, ou la pièce qui nous intéresse peut très bien être la partie que nous avons découpée. Si nous enchaînons plusieurs opérations de poinçonnage très rapidement les unes à côté des autres, c'est ce que nous appelons du grignotage. Is bent to the desired angle Sur la mise en as the forme des produits punch minces, enters the la die. deuxième technique, le The deuxième larger type the die d'opération que nous opening, pouvons identifier the sont les smaller opérations the force dites de pliage. required to form a given Sont angle. simples à comprendre. Nous The avons à principal nouveau un terms poinçon used to sur la describe partie bent is supérieure de bent notre to the image desired qui angle va as the punch permettre enters de the die. venir en poussant The larger the contre die une opening, matrice qui a un the nom smaller particulier the que nous force appellerons required ici to un form a V, given angle. venir déformer le flanc The principal suivant terms une ligne used to describe bent rectiligne. is bent Le to the pliage, desired c'est une angle opération as the où notre punch pli enters the est un die. élément
The larger the die géométrique opening, rectiligne, the et smaller the plus force le poinçon required va to form descendre a à given l'intérieur de angle. l'outillage, plus nous allons fabriquer The un angle principal fermé. terms used Si to describe bent le is poinçon bent ne to the descend desired qu'un tout angle petit peu à as l'intérieur de the l'outillage, punch nous allons enters the avoir die. un angle qui est plus The ouvert. larger the die L'intérêt de opening, cette technique the du smaller the pliage force dit en required l'air to est form a qu'avec given un seul angle. outillage, une seule matrice en V The et un seul principal poisson, nous terms pouvons used obtenir to plusieurs describe angles bent qui is dépendent de la bent to the course desired que nous angle allons donner à as notre the poinçon. punch enters the die. The larger the die La dernière opération à étudier sur la mise en forme des produits minces s'appelle l'emboutissage. L'emboutissage est en quelque sorte une opération de pliage où le pli ne va pas être rectiligne mais curviligne. Il s'applique donc aux géométries qui sont non développables. Comment cela fonctionne-t-il? Nous avons un poinçon sur la partie supérieure ici qui va venir descendre pour déformer notre flanc et le faire passer à l'intérieur d'une matrice. À l'inverse du procédé de découpe, entre le poinçon et la matrice, nous voyons qu'il existe un jeu qui cette fois-ci va laisser passer l'épaisseur de notre tôle et autoriser ainsi sa déformation sans la couper. En plus, sur l'opération d'emboutissage, nous allons avoir besoin d'un serre-flanc qui va être là pour nous permettre de maintenir notre tôle pendant l'opération et ainsi permettre de réaliser cette déformation sur cette surface non développable. Les procédés d'emboutissage permettent d'avoir des cadences très élevées. On va retrouver évidemment par exemple les canettes de boisson qui vont être des emboutis qui peuvent être jusqu'à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de pièces fabriquées par heure, à des emboutis de bien plus grande dimension comme par exemple dans l'automobile pour une carrosserie de façon évidente, mais aussi tous les éléments de châssis automobile qui sont des éléments emboutis. Nous avons vu que les procédés de mise en forme sont composés de deux grandes familles très distinctes. La mise en forme des produits massifs comprend les procédés dits de forgeage et la mise en forme des produits minces qui travaillent sur des tôles. Nous allons nous intéresser un petit peu aux chiffres en France de l'industrie de forgeage, de l'industrie de la mise en forme des produits massifs. La Fédération Forgerie-Fonderie est une organisation professionnelle qui nous permet d'obtenir régulièrement des chiffres sur l'industrie de la mise en forme des produits massifs, les industries de forgeage. C'est une industrie fortement de sous-traitance dont les secteurs d'activité sont principalement autour de l'automobile avec 70% des activités. 24% de l'activité en mécanique générale, travaux publics, énergie agricole, pompe. 3,7% de l'activité toujours dans l'industrie du transport côté ferroviaire, aéronautique et naval, et 2,7% de l'activité dans d'autres activités diverses. Ces données sont en répartition de marché en volume pour 2022. En France, en 2022, la forge représente 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 486 milliers de tonnes de produits forgés produits. C'est une industrie qui a connu en 2009, comme toutes les industries, une crise économique forte et en 2020, la période Covid a amené à une diminution des flux produits et du chiffre d'affaires. Nous sommes retournés en 2022 sur le régime stable que nous avions depuis 2010. Cette industrie représente en France 7415 salariés pour 73 établissements de production. Les effectifs totaux ont globalement légèrement diminué ces 20 dernières années, mais se sont stabilisés depuis quelques années. La France est en Europe le troisième pays producteur de pièces forgées. Et l'industrie de la forge est au devant d'énormes évolutions. Nous avons vu que c'était une industrie qui était fortement basée sur le secteur automobile, et le secteur automobile est en énorme évolution. Nous avons donc des enjeux à court terme et à moyen terme qui sont énormes dans cette industrie. Ces industries évoluent très vite et ont besoin de monde, que ce soit dû au secteur automobile, aux évolutions du coût de l'énergie de ces dernières années ou aux enjeux environnementaux en cours. À ce titre, que ce soit au niveau technicien, au niveau ingénieur, de nombreux postes sont à pourvoir. En France, un seul BTS Forge est présent au lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise. Au niveau des écoles d'ingénieurs, de très nombreuses écoles d'ingénieurs en France sont tout à fait aptes à former des jeunes qui vont se destiner à n'importe quelle industrie. Citons quand même Arts et métiers, Sciences et technologies, qui a pour ambition de former des leaders des industries responsables pour des jeunes qui ont un goût particulièrement important pour les technologies. Et enfin, l'ESFF, l'École supérieure de fonderie et de forge, qui forme chaque année des promotions destinées à assurer l'ingénierie et le renouveau des industries de la fonderie et de la forge. Voilà qui conclut notre présentation générique sur les procédés de mise en forme pour les matériaux métalliques.
Vous pouvez tout à fait nous contacter si vous avez des questions, et vous avez aussi à disposition une autre capsule qui va s'intéresser plus particulièrement au procédé de forgeage qui est l'estampage et le matrissage.